Quand on est entrepreneur, si on a l'impression que ça correspond aux attentes et qu'on met une qualité dans l'exécution du produit qu'on va réaliser, il y a de fortes chances qu'on rencontre son public. L'expérience justifie le prix. En fait, on va rentrer dans une réalité de ce que valent les choses. Les prix ne redescendent jamais. Aujourd'hui, ces prix-là, ils sont basés sur une masse salariale qui a augmenté de 30%. Les coûts, l'énergie, bon, qu'est-ce qu'on a à dire et à qui on parle? Est-ce que de faire ça, c'est facile, Vangelis? Non. Le Kong, c'est une période très particulière. Et au moment où on le fait, les restaurants dits contemporains, on les compte sur les doigts de la main. Évangélistes, les grands groupes mondiaux ont besoin d'assurer. Les autres vont devoir innover. Je viens d'un milieu plutôt modeste. Lorsque j'ai eu 18-20 ans, la découverte avec le beau m'a donné envie de pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie. On n'est pas obligé d'être des génies. Ne croyez pas que vous n'avez rien. Je vais citer Goethe, j'aime celui qui rêve de l'impossible. Si je pouvais te dire ce que m'ont apporté ces hôtels, c'est la satisfaction d'avoir fait grandir le nom de ma famille. Je suis Vangelis et cela fait près de 40 ans que le secteur de l'hospitalité fait partie de ma vie. Rejoignez-moi au gré de mes rencontres et de mes échanges avec les hommes et les femmes qui font vivre notre industrie. Qui se cache derrière ces passionnés, leurs réussites, leurs échecs, leurs ambitions? Bienvenue dans mon check-in. Dans cet épisode, rendez-vous avec Laurent Taïeb. Autodidacte, comme l'hôtellerie s'étant façonnée, il est d'abord passé par le secteur du cinéma et de l'immobilier. Passionné de sport, son endurance et son esprit de dépassement de soi lui ont permis de créer des établissements dont le concept a marqué la profession. Découvrez ses envies, son parcours, ses ambitions dans cet échange avec Vangelis Panayotis. Bonjour Laurent, je suis très content de te recevoir pour ce premier épisode du podcast. Comment tu vas? Bonjour Vangelis, écoute, merci de me recevoir. Je vais plutôt bien. Alors, on est dans un moment assez intéressant et on a plein de sujets à aborder aujourd'hui, mais pour les très rares qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien nous dire c'est quoi le groupe Laurent Taïeb aujourd'hui? Alors le groupe Laurent Taïeb, il a changé de nom. Il s'appelle maintenant Utopic. Je voulais un nom un petit peu comme celui qui rêve de l'impossible, une utopie. D'accord. Une utopie, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de rigueur pour arriver peut-être à un moment donné à faire quelque chose qui sur le papier n'était pas réalisable. C'est pour ça que maintenant on s'appelle Utopic. Et c'est quoi l'utopie alors que tu veux atteindre? L'utopie, c'est d'essayer de faire des lieux, je ne sais pas si j'arriverai par rapport à mon âge à continuer à partir de rien pour les créer, parce que ça prend une dizaine d'années. Mais l'utopie, c'est d'essayer de créer des lieux dans l'hôtellerie qui resteront, qui marqueront une partie de leur histoire. Alors, moi, je connais le Laurent Taïeb qui est rentré dans le secteur de l'hospitalité. On a eu l'occasion d'échanger. Je sais que ta passion, elle est venue au cours de différents voyages. Tu étais notamment au Canada, dans ces fameux restaurants rooftop, lifestyle. Voilà, tu as ramené dans tes bagages des concepts, notamment celui du sushi, avec le petit plateau, pas le petit plateau, la petite chemise là, qui arrive et qui est suggestif. C'est comme ça que tu es rentré un peu dans cette industrie, mais tu viens d'où? Avant d'avoir mis le pied dans l'hospitalité, c'est quoi ton parcours? Moi, j'ai commencé par l'immobilier et j'ai fait du cinéma. C'était deux métiers très différents. Ouais. J'ai produit beaucoup de films, ce qui m'a permis de partir sur un principe avec le cinéma, parce qu'on a très peu de temps pour convaincre quand on fait un film un public, qui est la première des règles qu'on se dit quand on fait un film, c'est quel est le public qu'on vise, à qui on parle, qu'est-ce qu'on a à dire et à qui on parle. Ça, c'est une philosophie que j'ai toujours gardée. Et puis après, je viens de l'immobilier. L'immobilier, il y a différentes facettes de faire de l'immobilier. Mais les métiers de l'immobilier, c'est des métiers de construction. Même quand on achète un immeuble et qu'on le restructure, il faut optimiser chaque centimètre carré pour soit le relouer, soit le vendre, etc., etc. Et donc, j'ai appris les différents métiers de la construction. Et à la base, avec le cinéma, à qui j'ai toujours dit qu'il fallait chercher un public, ben, j'ai fait un mélange de tout ça et je me suis lancé dans l'hôtellerie-restauration en appliquant ces règles-là. C'est-à-dire comment on construit pour créer des espaces où les gens ont envie d'y vivre, d'y manger, d'y dormir, et quel est le premier public. C'est marrant que tu dis ça parce que je comprends mieux maintenant. En réalité, tu avais déjà l'approche immobilière, tu avais déjà le côté de mettre du contenu, de raconter une histoire, et il manquait en fait ce sujet opérationnel.
C'est un peu ce que tu as découvert finalement dans ce métier quand tu as ramené ton premier concept de restaurant, mais on peut penser aussi au Kong. Qu'est-ce que tu as vraiment découvert en mettant les mains dans le cambouis par rapport à ta vie dans l'immobilier et dans le cinéma? Alors, l'opérationnel, c'est un petit côté plus comme du théâtre par rapport au cinéma. C'est-à-dire que tous les jours, tu es sur scène et tous les jours, tu dois délivrer, servir, accueillir. Et donc, il y a des jours avec, des jours sans. Mais c'est la grande différence dans l'opérationnel, c'est que ça s'arrête jamais. Et que tous les jours, tu dois satisfaire des clients. Je répète, c'est un comédien de théâtre qui a la voix enrouée, mais qui va quand même devoir parler, même s'il n'est pas en grande forme. C'est intéressant parce que souvent, ce qu'on raconte, c'est que tu peux avoir un très beau théâtre et une mauvaise troupe de théâtre, tu n'auras pas une bonne expérience. Tu peux avoir un théâtre un petit peu vétuste et une très bonne troupe de théâtre, tu auras une super expérience. Si tu as les deux, c'est parfait. Est-ce que finalement, c'est pas ce que tu as essayé de faire avec le Kong, par exemple, sur Paris? Ouais, c'était à peu près ça. Le Kong, c'est une période très particulière, c'est-à-dire que il y a une vingtaine d'années, ces restaurants dits contemporains, on a ouvert le Kong maintenant il y a 22 ans, mais au moment où on le fait, les restaurants dits contemporains, on les compte sur les doigts de la main. C'est un marché où les gens peuvent pas y aller. Le coût des investissements pour l'époque est disproportionné. Le Kong a coûté 6 millions d'euros en 2002 en fonds de commerce, donc en création. Mais qu'est-ce qui t'amène à ce projet alors? Puisque ça a l'air entre guillemets un peu déraisonnable. En tout cas, c'est du jamais vraiment trop fait. Ça l'est, c'est déraisonnable, sauf qu'on a la sensation aujourd'hui que, à l'époque en tout cas, qu'il y avait un manque. Il y avait, quand on est entrepreneur, il faut se dire que est-ce que ce qu'on sait faire au moment, plus le temps de la réalisation, correspond aux attentes. Si on a l'impression que ça correspond aux attentes et qu'on met une qualité dans l'exécution du produit qu'on va réaliser, il y a de fortes chances qu'on rencontre son public. Bon, c'était quand même de l'audace, à cette époque-là, de récupérer ce lieu et d'essayer... Enfin, on disait tout à l'heure que tu avais voyagé un petit peu, tu avais vu que ces concepts-là, ça pouvait fonctionner. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ces voyages? Qu'est-ce qui a été un moment, est-ce que tu sais identifier le déclencheur où tu t'es dit un jour je vais faire ça? Oui, ça c'est tout petit, c'est-à-dire que lorsque j'ai eu 18-20 ans, je viens d'un milieu plutôt modeste, et la découverte avec le beau m'a donné envie d'essayer vraiment de gravir certains échelons pour pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie. Ouais, c'est intéressant, parce que dans la philosophie grecque, tu as l'esthétisme. Voilà, et donc je voulais me dire comment je travaille dans le beau. Comment je fais pour réussir à ce que chaque matin, quand je passe dans un couloir, quand je passe dans une salle de restaurant, j'ai vu le pouvoir de la vue. J'ai vu le pouvoir des levées ou du coucher du soleil quand tu es dans une chambre. Tu parles de la Grèce, j'ai fait plein d'hôtels en Grèce, où il y a certains matins ou certains soirs, t'es scotché, tellement que ça t'apporte certaines émotions. Et donc je me suis dit, comment moi, j'essaye de travailler dans le beau. L'esthétisme du cinéma est quelque chose d'extraordinaire. La manière de raconter des scènes, le détail de l'accessoirisation d'une scène qui va engendrer une émotion est assez forte. Donc moi, je voulais travailler dans cet univers-là, parce que j'y avais pris du plaisir et que ça m'avait plutôt équilibré. Donc je me disais comment je rentre, en fait. Ma réflexion, mon analyse était plutôt de dire comment je vais faire ces métiers. Alors du coup, tu attises un peu ma curiosité, parce que je ne connaissais pas ton passé dans le cinéma. Qu'est-ce que tu as fait comme production J'ai été associé c'est vraiment ça date. J'ai commencé à produire un film dans les années 82-83 qui s'appelle Jour après jour, qui a été un flop, mais total. C'est la seule et unique fois d'ailleurs dans ma vie où j'ai fait faillite, tu vois ce que je veux dire? Parce que qu'est-ce que t'en as appris? C'est toujours important. Souvent, tu te dis, c'est ultra désagréable. Tu te remets énormément en question, mais finalement, aujourd'hui, ça t'a pas empêché de faire. Non, mais je vais dire un truc un peu bateau. Mais... On apprend, ça tout le monde te l'a dit, tu l'as entendu 20 fois, on apprend plus de ses échecs que de ses succès. J'ai appris la résilience. Et tu l'as mal vécu, parce que t'en as qui le vivent très mal, qui mettent 3 ans à se remettre d'un échec, et t'en as d'autres... Mais ça, c'est des caractères. Et en 3 mois, ils sont passés à autre chose. Moi, je dirais pas 3 mois, parce que c'est long, et puis ça a été long pour... Mais
C'est une histoire de caractère, ça. Moi, j'ai un principe de résilience. On peut pas avoir les choses rapidement. J'avais 20 ans. J'ai recommencé pas longtemps après. Bon, t'avais pas suffisamment d'amis pour aller voir le film, se mobiliser au moment de la sortie. Ah non, à un moment donné, c'est ce que je dis toujours. C'est pour ça que je parle du premier cercle, même dans les restaurants ou dans les hôtels. Il faut tellement de milliers de personnes à l'année qu'on n'a pas de copains pour pouvoir remplir tout ça assez. Hein. Alors j'ai retenu quelque chose que tu m'avais dit lors de nos précédents échanges. Tu disais, on fait pas un lieu pour un public. On fait un lieu qui va trouver son public. Et si on fait voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça reflète peut-être un peu ton expérience du cinéma. Est-ce qu'on fait un film pour un public ou finalement on fait un film et le film doit trouver son public? C'est un peu différent. C'est le premier cercle. Quand on fait un hôtel, un restaurant, un film, une pièce de théâtre, à qui on s'adresse, à qui je veux parler. Dire je veux parler au plus grand nombre, j'entends, mais c'est pas possible. On va pas. Il y a que quelques rares produits qui, à un moment donné, parlent à tout le monde. Il y en a, c'est possible, mais à un moment donné, c'est à qui on s'adresse. Quand on fait un restaurant étoilé 3 étoiles avec le plus grand chef du monde, on s'adresse pas à tout le monde. Et donc, à un moment donné, c'est la cohérence de l'ensemble qui va faire qu'on va trouver un public. Quand on fait un restaurant comme le Kong, on se rend compte au moment où on le crée qu'il y a un manque dans ce segment. Et on se dit, est-ce que moi, je suis capable de faire des restaurants qui se transforment en bar festif, où je mélange des populations, où je fais venir des étrangers parce qu'on est dans le centre de Paris, etc., etc. Et comment je vais m'y prendre en marketing, en communication pour trouver ce public. Si on l'a trouvé, le premier cercle va engendrer le deuxième et le troisième cercle. Ça s'appelle le succès. D'accord. Si tu ne l'as pas trouvé, le premier cercle va s'éroder, c'est-à-dire tu vas perdre une partie de ton public qui s'y retrouve pas, et c'est extrêmement compliqué de trouver un deuxième ou un troisième public. Donc, comme beaucoup de produits, tu vas devoir changer de concept, tu vas devoir revoir ton hôtel, tu vas devoir changer d'enseigne, tu vas devoir... pour trouver un public qui semble correspondre au produit que tu as fabriqué. Est-ce que tu referais aujourd'hui le Kong dans les mêmes conditions où tu dis c'était possible il y a 10 ans, aujourd'hui c'est plus compliqué? C'est impossible aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, indépendamment de l'évolution, sur ce segment dans lequel nous sommes, la demande s'est réduite, considérablement réduite. On n'est plus du tout à vouloir ce genre de choses et on est passé de un établissement comme le Kong à 100 dans une ville petite avec un marché plus petit. On n'a pas un marché, Londres est tellement plus grand que Paris, il y a presque moins de restos tendance à Londres qu'à Paris aujourd'hui. Donc si tu veux, le marché, la demande est à partager avec une offre supérieure. Et donc ça crée des tensions importantes. Donc du coup, tu es plutôt mitigé sur la projection là, dans les années à venir. Tu penses qu'il va falloir que le marché se restructure un peu, se régularise. Il va se régulariser. Il y a trop de produits qui se ressemblent, sur lesquels il n'y a pas une différenciation importante. Et ça, il va y avoir, comme toujours dans les marchés, une régulation. Alors peut-être une petite parenthèse sur le haut de gamme et le luxe, parce qu'évidemment ça touche un pouvoir d'achat qui était plutôt favorable en sortie de Covid. On parle de cette petite poche d'épargne, les gens avaient envie de vivre, avaient envie d'allouer plus de ressources effectivement aux expériences, aux loisirs. Est-ce que tu penses que ça va continuer? Est-ce qu'il y a vraiment une pérennisation sur la consommation haut de gamme et luxe, ou est-ce qu'on va revenir à des choses qu'on avait connues post-2019, voire même dans des périodes, tu sais, entre 2000 et 2008, le luxe n'était pas aussi, enfin le haut de gamme était peut-être pas aussi courant et avec ces mêmes niveaux de consommation. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose un segment qui s'est assis maintenant? Il y a différents segments. Il faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle de luxe. Le luxe, quand on parle du luxe, pour moi, c'est, comment je vais dire, c'est soit on parle de l'ultra-luxe et on parle des palaces, soit on parle du luxe et on parle des 5 étoiles plus. Dans ces marchés-là, c'est des métiers où à ce jour, dans l'hôtellerie, je dis bien l'hôtellerie, la demande est faible. L'offre est faible par rapport à la demande. Pourquoi? Parce que le coût de la réalisation de ces produits étant très rare, très difficile, il faut beaucoup
de choses réunies pour pouvoir faire du luxe, un emplacement hors du commun, des décors hors du commun, des vues exceptionnelles, tu le vois bien, tous ces hôtels. Donc ça, c'est un segment où, malheureusement, dans cette disparité dans le monde un peu étrange où la pauvreté augmente, la richesse et l'extrême richesse continuent à avoir de beaux jours devant soi. Donc ça, c'est un marché qui marche. Les 5 étoiles à Paris, pour parler du haut de gamme et du luxe qui démarre, entre guillemets, c'est un marché qui n'a pas... comment dire, la demande est assez forte. Ce qui est plus compliqué, c'est ce qu'on appelle le haut de gamme, ce que j'appelle les 4 et les 4+. Ça, c'est plus difficile. Parce que si ces hôtels-là ne sont pas réellement à la hauteur de l'ambition de ce que vont payer les gens, l'équation est plus difficile. Et quand on sort de ce haut de gamme et qu'on est dans de l'hôtellerie dite économique, milieu de gamme, etc., là, il n'y a pas de sujet particulier. Donc, en gros, cette restauration qui est un peu, qui est un peu chère, où il y a très peu de marge, quasiment pas. On a le même problème que les agriculteurs, tout a augmenté, et le prix de pouvoir vendre de plus en plus cher, il n'y aura pas de clients. Donc, en fait, on va rentrer dans une réalité de ce que valent les choses. Et quand quelqu'un va payer quelque chose qui ne correspond pas, il n'y aura pas de marché. Alors que quand tu vas te retrouver dans des hôtels, même si c'est de l'ultra-luxe, où l'expérience justifie le prix, ça marchera toujours. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, ça laisse pas mal d'opportunités pour faire des nouveaux produits ou réfléchir un peu à comment on va se positionner là-dessus, parce que toutes les clientèles luxe sont pas encore là. On n'a pas vu trop les Indiens qui sont arrivés. On sait qu'on a les Chinois, on verra ce qui va se passer. Les Russes, pour l'instant, c'est entre parenthèses. On a un peu le retour des Américains, ce qui a été plutôt salutaire, mais là, on sent que ça se tasse un petit peu. En Europe, on voit que la montagne continue à très bien marcher, notamment dans le luxe, parce qu'il y a cet effet que tu évoquais, où on a un écart entre la demande et l'offre. On n'a pas assez d'offres par rapport à beaucoup de pression sur la demande. Est-ce qu'on arrive à un moment donné où il y aura une séparation entre vraiment le luxe, qui lui fera moins des arbitrages en termes de pouvoir d'achat, de dépenses, d'expérience, et puis le reste du marché, ou est-ce que tu penses qu'on va toujours continuer à fonctionner comme quelque chose d'homogène ? Ça va dépendre où on se situe. Aujourd'hui, une ville comme Paris a, pour moi, trop d'hôtels d'extrême luxe qui ne le sont pas. Je vais pas me mettre à dos mes amis qui possèdent des palaces, mais il y a plein de palaces qui ne sont pas des vrais palaces, et il y a plein de 5 étoiles qui ne sont pas des vrais 5 étoiles. Ça, le positionnement tarifaire du prix de ce que vont coûter les chambres va se faire naturellement. Le client est pas dupe. Il va pas payer le même prix dans un 5 étoiles où les activités connexes n'existent pas. Il n'y a pas de resto, il n'y a pas de spa, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, mais il est un peu 5 étoiles parce il va pas payer le même prix où il y a tout ça. C'est pareil pour les palaces. C'est l'offre de ce qu'on va proposer, de la restauration au spa, au rooftop, au jardin, qui va faire le prix. Et ça, c'est partout pareil dans le monde. Après, est-ce qu'il va y avoir des marchés qui vont vraiment se séparer ? Je pense que Paris arrive à saturation. Il y aura d'autres projets, mais comme on le voit, les chambres d'hôtel, entre ceux qui ont fermé et ceux qui ont ouvert, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de chambres d'hôtel. C'est à peu près stable. Alors qu'il y a des villes où il va y avoir une demande non pas d'extrême luxe, mais de luxe accessible, ce que j'appelle ce 5 étoiles, une sorte on fait Madame Rêve à Lyon, on rencontrera un public. Toi, si tu repenses un peu à qu'est-ce qui t'a marqué en termes d'expérience quand tu as été plutôt côté client, que tu es allé dans des hôtels, c'est quoi ton meilleur souvenir ou l'un de tes meilleurs souvenirs en tant que client ? Les meilleurs souvenirs, c'est vraiment dans l'hôtellerie, c'est le parcours émotionnel de ce que tu vis. Si tu vas à la Mamounia et que tu te balades dans ces jardins et que tu vois ces couchers du soleil avec l'Atlas, etc., tu as une sensation extraordinaire qui rentre en toi. Tu vas sur certains hôtels, dont Madame Rêve, et tu vois des couchers de soleil sur la Tour Eiffel. C'est vraiment, même le Tout, même Cheval Blanc, ce sont des produits qui génèrent une émotion extrêmement forte. Et quand tu as la chance de dormir dans des chambres où tu as un point de vue unique sur la ville, et que derrière, tu vis ces émotions, je pense que ça, l'hôtellerie, quand on arrive à créer ce genre de produit, c'est extraordinaire. Tu vas
tu vas dîner à la Corniche et tu vois le coucher de soleil sur le banc d'Arguin au Cap Ferret, enfin, là en l'occurrence c'est au Pilat, mais c'est vraiment des émotions exceptionnelles, etc., etc. C'est pareil à la montagne. Donc ça c'est une hôtellerie de loisirs, plutôt pour des gens avec un pouvoir d'achat conséquent. Ils peuvent se payer de l'émotion, quoi. En tout cas s'acheter de l'émotion. Exactement. Mais après, je pense que notre métier a de beaux jours devant soi. Je pense juste que la visibilité sur le coût des choses, dire le coût d'un hôtel, le coût pour pouvoir trouver un public qui va correspondre à ce qu'il est capable de payer par rapport à l'offre qu'on va faire, ça c'est plus incertain aujourd'hui. Comment ça t'est venu ce nom de Madame Rêve alors? Parce que c'est vrai que c'est un peu... Voilà, je n'aurais pas pu appeler ça hôtel... Alors, du Louvre, c'était déjà pris, parce que c'est rue du Louvre, mais... J'aurais adoré l'appeler Monsieur Rêve. En fait, je raconte mon histoire. Madame Rêve, c'est l'histoire de quelqu'un qui vit à Paris, dans le 19e arrondissement, à la porte d'Aubervilliers, et qui rêve d'un monde meilleur. Je vais pas citer Jean-Louis Aubert, mais je rêvais d'un autre monde. Et donc, à un moment donné, je pense que dans cette société aujourd'hui, si j'ai un vrai message à faire passer, il faut rêver, il faut oser rêver, il faut s'imaginer qu'on peut réussir, il faut pas se dire que c'est pas possible, parce que sinon... Et donc, à un moment donné, Madame Rêve, c'est le résultat d'un conte contemporain qui me concerne personnellement, où je me suis dit, est-ce que partant de rien, je suis capable de gagner un des bâtiments les plus iconiques de la ville et de faire ce que j'avais dans la tête. Ouais, c'est entre le nom autour de l'utopie, entre Madame Rêve, c'est cohérent en fait finalement. Mais c'est cohérent parce que je crois, si je vais citer Goethe, il disait « J'aime celui qui rêve de l'impossible ». Alors t'es rentré plutôt assez récemment avec tes deux hôtels. C'est vrai que ça s'est fait quasiment coup pour coup. Alors ça a dû te paraître long parce qu'il y a tellement de boulot à faire, mais en vrai, si on fait un peu de recul et qu'on regarde ça, comment tu t'as senti, pourquoi tu t'es dit tout d'un coup, ok, je vais faire des hôtels, voilà, il y a deux opportunités, coup sur coup, Madame Rêve, le tout. Qu'est-ce qui t'a un peu motivé là-dedans? J'ai décidé en 2013-2014 d'arrêter d'avoir une deuxième activité qui était de l'immobilier, parce que j'avais pas spécialement envie de construire juste pour revendre. C'était quelque chose qui ne m'animait plus. Il manquait un peu du sens pour toi. Ouais, quelque part, oui, il manquait du sens et j'avais pas envie de faire ça. J'avais juste un seul restaurant, je voulais plus faire de restaurant. J'avais dit que si un jour je refaisais des restaurants, c'était uniquement dans des hôtels. Et donc, à un moment donné, je pense que j'ai eu un peu de chance. J'ai dû correspondre à un moment dans mon existence où j'ai dû vendre certains immeubles pour pouvoir participer à des fonds de commerce qui étaient quand même normalement fait l'inverse. Et donc aujourd'hui, il y a eu ces concours, je les ai gagnés. Est-ce que si je les avais pas gagnés, j'aurais fait de l'hôtellerie évangéliste? J'en sais strictement rien. Je crois que j'ai correspondu. J'ai été là au bon moment, au bon endroit à un moment donné pour gagner ces projets. Après, est-ce que j'aurais fait des hôtels s'il n'y avait pas eu ces énormes concours? Je pense pas que j'étais fait pour faire des hôtels traditionnels de 40-50 chambres qui existaient déjà. J'aurais l'impression que ça aurait été déjà très proche de ce que je faisais en achetant un immeuble, en l'optimisant et en le revendant ou en le louant. Mais j'avais vraiment envie je vais être un peu prétentieux ou un peu mégalomane, j'avais vraiment envie de faire des choses qui durent dans la cité, qui existent. Oui, de la même façon que dans la restauration, tu n'avais pas commencé par une brasserie traditionnelle ou autre. Il faut qu'il y ait un challenge derrière, il faut que ça raconte une histoire, il faut qu'il y ait cet esthétisme qui est un peu aussi un fil conducteur des choses que tu as fait. Du coup, maintenant, tu vas continuer à faire des hôtels, j'ai l'impression. Oui, je vais continuer à faire des hôtels. On est en construction actuellement au Cap Ferret et on construit un boutique-hôtel très proche de la mer. Les travaux ont démarré il y a quelques mois, ça devrait ouvrir pour le printemps 2026. Je vais continuer à faire des hôtels à partir du moment où j'ai la possibilité de faire ce que je dois faire, c'est-à-dire je ne ferai pas un commerce d'hôtel juste s'il y a une rentabilité. Il y a assez d'acteurs sur le marché et des très bons acteurs dans notre secteur. À nous, on a de la chance d'avoir des super acteurs qui,
stabilise le marché. Il n'y a pas un marché qui est faussé chez nous, il est concret, il est réel, il est fait avec des vrais investissements, il y a des vrais apports en fonds propres. C'est pas un marché qui est un marché à risque chez nous. C'est un marché sain. Il est porté par des gens sains avec des fonds pas trop spéculatifs. C'est un marché qui n'est pas à risque chez nous aujourd'hui, l'hôtellerie. Qui est plutôt mature. Qui est plutôt mature. Et moi, je vais pas rentrer dans un marché ou dans un secteur où il y a des gens qui comptent, qui le font extrêmement bien, pour dire, voilà, non, moi, je vais soit faire des hôtels qui auront une identité originale, qui correspondront à un moment donné à ce que j'ai dans la tête. J'adorerais faire un hôtel à Lyon qui, si je faisais le tout hôtel à Lyon, si je faisais, je dis n'importe quoi, Madame Rêve à Lyon, je vais pas faire exactement ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et dans plein d'autres villes, il y a des choses à faire aujourd'hui. Il faut juste revenir aux fondamentaux. J'achète cet hôtel. Combien ça vaut? À qui je vais m'adresser? Est-ce que le marché, là où je vais m'implanter, ont envie d'avoir des restaurants mode? Non, ils veulent pas des restaurants, ils veulent qu'un bar. Non, ils veulent une salle de massage sur un toit en plein air, parce que c'est etc., etc. Est-ce que je sais le faire? Est-ce que ça correspond? De quelle manière il faut le faire? Est-ce qu'on appelle Stark? Est-ce qu'on prend un jeune de 25 ans qui est complètement dingue et qui a des idées incroyables en termes de design? Ou est-ce qu'on prend une figure emblématique qui a inventé ce métier presque en prenant Stark? Est-ce qu'elle est la maturité de la ville? Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre? Etc., etc. Et c'est pour ça, pour revenir dans une de tes questions, celui qui va se lancer dans de la restauration tendance aujourd'hui à Paris, c'est qu'il est un peu kamikaze. Ouais, bon courage. Voilà, quoi, bon courage, vu le nombre de restos qu'il y a. Je lui souhaite bon courage, quoi. Alors, un entrepreneur, c'est aussi un leader et un manager. Toi, tu te qualifierais comment? T'es facile à travailler au quotidien ou t'es exigeant? C'est quoi cette fibre? Parce qu'on connaît le Laurent entrepreneur qui fait des projets, mais au quotidien, bosser avec toi, c'est comment? Alors, si on n'a pas envie, sur les gens qui sont proches autour de moi, d'avoir envie de faire du dépassement de soi, c'est sûr que ça va pas marcher avec moi. J'ai la sensation aujourd'hui que si on a envie de s'en sortir, il faut essayer de se dépasser. Mais j'ai évolué ces derniers temps et je dirais que on peut pas demander à des gens tous d'être des leaders, d'être des meneurs. Il faut de tout dans une entreprise. Et en fait, aujourd'hui, l'extrême difficulté que je rencontre, parce que c'est quand même le principal problème dans notre secteur, le recrutement, on passe presque plus de temps à essayer de trouver de la main-d'œuvre que de trouver des clients. Aujourd'hui, dans le management, l'extrême difficulté, c'est de dire à ces nouveaux jeunes qu'est-ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de travailler. Si un leader, si un dirigeant, si un entrepreneur, les gens n'ont pas envie de le suivre, c'est impossible à réussir. C'est impossible de réussir. Aujourd'hui, trouver un chef de cuisine, trouver un directeur de restaurant, un directeur d'hôtel, ils viennent chez vous par rapport à votre parcours. Ils viennent chez vous par rapport à ce qu'ils vont apprendre. Ils viennent chez vous parce qu'ils vont avoir l'impression que s'ils restent 2 ans ou 2 ans et demi avec vous, avec ce qu'ils ont appris, ils vont valoir plus cher sur le marché et que vous allez essayer de leur donner un peu de sens. Donc on est dans un monde où pour être un bon leader et un bon manager dans des métiers traditionnels, moi je serais incapable de vous dire je serai un bon leader dans la tech. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans les métiers traditionnels que sont l'hôtellerie-restauration, les gens ont besoin de se dire que s'il reste 2 ans, 2 ans et demi avec vous, en partant de chez vous, est-ce qu'il vaut plus cher? Est-ce qu'il peut avoir un challenge plus intéressant que celui qu'il a vécu chez vous? Donc les animer auprès de tout ça, il faut vraiment être un leader inspiré aujourd'hui pour pouvoir donner envie. Est-ce que de faire ça, c'est facile, Vangelis? Non. Alors c'est sûr, la matière humaine, c'est quand même une des choses les plus complexes. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu as un peu évolué. Je lis un peu entre les lignes. Souvent,
j'imagine que tu t'es imposé une très grande exigence vis-à-vis de toi-même pour aller dépasser tes peurs, être capable d'aller franchir plein de plafonds de verre. Et donc c'est ce que tu dis, il faut rêver très fort, mais derrière il y a fort. Donc il y a l'effort, il y a ce dépassement. Et j'ai compris contre les lignes que tu appliquais cette recette à tes collaborateurs, tu voulais les emmener dans le même niveau d'exigence. C'est ça que tu as un petit peu modifié quand tu dis finalement j'ai un petit peu évolué là-dessus et je me suis dit tout le monde peut pas être un leader, entrepreneur, c'est pas forcément on n'est pas tous faits de la même façon, on n'a pas tous les mêmes aspirations. En fait, il faut essayer de dire à quelqu'un que s'il est chef de rang, qu'il est heureux en étant chef de rang, il n'a pas besoin d'être directeur de restaurant. Peut-être que son émancipation, elle est ailleurs. Peut-être que sa manière de se dépasser à lui, elle est dans la littérature. Elle est dans la manière dont il va élever ses enfants. Ça, c'est une évolution du monde réel que je n'avais pas à mon époque. Moi, quand j'ai démarré, il fallait aller de l'avant, etc., etc. Aujourd'hui, le monde, il a changé. La jeune génération, j'ai des enfants, la jeune génération, la notion du bien-être, etc., etc., la notion du loisir. Mais il faut accepter qu'on peut pas tout avoir. Et donc, si quelqu'un veut être chef de rang et se plaint de ne pas avoir de responsabilité, moi, je ne sais pas résoudre cette équation aujourd'hui. C'est, à mon avis, le problème qu'il y a dans le monde du travail. En revanche, si la personne accepte le rôle qu'elle a choisi et qu'en contrepartie, chez elle, elle a une telle vie de leadership par rapport à ses enfants, elle prend tellement du plaisir dans l'accompagnement parce qu'elle a un enfant qui est un sportif ou un féru d'histoire et elle l'amène découvrir des choses incroyables, etc., etc. Et que en fait, c'est comment on trouve son accomplissement, comment on trouve aujourd'hui. Et dans le monde du travail, moi, je viens d'une génération où quand j'avais 14-15 ans et que j'étais commis de salle sur les bateaux-mouches de Paris, on avait le directeur qui avait des Weston avec le bout un peu dur et on était au coup de pompe dans le cul. J'ai jamais mis de coup de pompe dans le cul à aucun de mes salariés toute ma vie, mais aujourd'hui, si je raconte comment moi j'ai dû apprendre, je vais faire un peu vieux con, sans les coups de pompe, c'était intéressant cette espèce de dureté dans comment moi j'ai été élevé. J'ai trouvé ça formidable d'apprendre de la rigueur, d'apprendre du dépassement de soi. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui ont dans leur moule personnel une envie d'être dépassés, du sens de l'effort, de se battre pour arriver à quelque chose. Et il y a des gens où le travail ne représente pas exactement une importance aussi forte et qu'ils ont d'autres esprits, d'autres envies, qu'ils ont envie d'autres choses. Et donc je pense qu'aujourd'hui, une société comme la nôtre où on a énormément de main-d'œuvre, nous avec 6 restaurants et 2 hôtels, ça représente 500 personnes qui travaillent pour nous. On va pas avoir sur 500 personnes que des gens qui sont au maximum. On va avoir aussi des gens qui ont une autre vie. Et mon évolution essaye de dire aujourd'hui, et d'essayer de dire au service RH, s'il y a quelqu'un qui veut travailler 35 heures, c'est génial. Il y en a un qui veut travailler 28 heures. Mais comment on s'organise pour qu'il y arrive? On essaye d'être une société un peu plus à la carte en fonction de chacun. Et c'est vrai que l'évolution de la société dans les années à venir va devoir prendre en compte cette évolution sociétale très forte sur la notion et la valeur du travail est très différente de ce qu'on a pu connaître ces 20 ou ces 30 dernières années. Alors je t'ai vu aussi un peu à l'œuvre, hein. Je te regardais du coin de l'œil quand tu étais dans ton lieu de travail. Je te trouve un peu paternaliste aussi avec les gens. Tu regardes si tout le monde va bien, s'il manque quelque chose. C'est quoi? C'est aussi un management qui t'a inspiré, toi, quand tu as commencé à bosser? Alors tu parlais des coups de pied au cul. Alors c'était de Weston, tu me diras. Qui t'a se prendre un coup de pied au cul, autant que ça soit avec quelque chose qu'un bon esthétisme. Mais quels ont été un peu tes modèles quand tu repenses à des managers ou des gens à qui t'as bossé, tu penses à qui? Franchement, d'abord, j'ai été mon patron très tôt, très jeune. Moi, j'ai été plutôt inspiré par des grands sportifs. J'aurais voulu être un sportif de haut niveau. J'ai joué au football, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait les 110 mètres haies, j'ai fait pas mal de sport, j'étais extrêmement sportif. Je me suis vite rendu compte malheureusement que j'avais pas un niveau pour basculer professionnel, mais j'ai adoré faire du sport. Ce qui m'a inspiré, c'est pas vraiment des dirigeants. J'ai pas travaillé pour beaucoup de monde, j'ai quasiment été mon propre patron dès l'âge de 18-20 ans. Ce qui m'a vraiment inspiré, c'est les grands sportifs. Aujourd'hui,
je vais parler des joueurs qui m'ont le plus inspiré. Quand vous voyez Johan Cruyff sur les Coupes du Monde 74, 73, ce monsieur était le jeu. Quand je dis il était le jeu, ça veut dire il avait une capacité de vision qui inspirait les gens. Je crois que j'ai essayé d'être un visionnaire pour les gens avec qui je travaille plus qu'un paternaliste, même si je le suis de nature, c'est-à-dire que j'aime bien que les gens soient heureux chez moi. Et je trouve que c'est important d'essayer de travailler dans la joie, dans la bonne humeur, et qu'on essaye de s'occuper des gens. On n'y arrive pas tous les jours, mais on essaye. Moi, j'essaye d'être visionnaire. Alors, évidemment, parce que chaque époque ne se ressemble pas. Tu parlais d'avoir saisi un peu un momentum dans le cadre de projets hôteliers, notamment à Paris. Tu continues à faire l'hôtellerie maintenant. Est-ce que aujourd'hui, en 2024, tu pourrais refaire ce que tu as fait à l'époque ? Ou est-ce que le contexte a évolué, tu ne ferais pas de la même façon ? Ou est-ce que finalement, on peut redupliquer ce qui a été fait aujourd'hui ? Franchement, je ne crois pas. Aujourd'hui, le coût des travaux, les charges d'intérêt, l'inflation de la main-d'œuvre, l'offre qui s'est démultipliée, et donc l'obligation de se dépasser par rapport aux autres, donc des investissements de plus en plus importants avec un métier, avec des prix normés. Là, l'équation pour refaire ce qu'on a fait il y a 10 ans est impossible. Le prix de l'immobilier, le prix des loyers, le prix des matières premières n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et l'explosion des coûts, même si elle a été très importante, on va arriver aujourd'hui à une stabilité des prix. On ne pourra pas faire de manière exponentielle augmenter les prix moyens. Ça, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il faut trouver d'autres choses pour se réinventer. Et puis le marché, on ne sait pas. Si les taux d'intérêt continuent à être aussi élevés, on a un métier avec un très fort besoin d'emprunt, donc avec une très grande partie de capitalisation, ça va être complexe. Et donc aujourd'hui, j'avoue que je pourrais pas faire exactement la même chose. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des produits qui sont désuets. Il y a des produits, même chez des grandes enseignes, où ce qu'ils rapportent en EBITDA aujourd'hui est ridicule par rapport à ce que peut rapporter le marché. Et donc je pense que certains grands acteurs, certaines grandes enseignes, certaines grandes foncières vont devoir rénover ces immeubles. Et ce que je dis et ce que je répète tout le temps aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'il y ait un vrai partage de la richesse. C'est-à-dire trouver, s'imaginer qu'on va pouvoir trouver des mandats de gestion sans investissement et que les gens vont faire des miracles, ça j'y crois pas. Je crois au partage de la richesse, je crois à des mandats de gestion très longs pour des indépendants, je crois à un partage du fonds de commerce, à une évolution. Et je pense que dans les jours et dans les semaines à venir, la difficulté pour les indépendants d'investir des sommes extrêmement importantes s'ils ne possèdent pas une partie de la propriété foncière ou commerciale, ça va être complexe. Donc je pense qu'on est dans cette nouvelle donne dans les années à venir. Il y aura toujours des grosses foncières type AXA qui auront besoin de se sécuriser avec des très grosses enseignes. Mais il va y avoir des plus petites foncières où ils ont besoin d'optimiser. Et donc si quelqu'un va faire 30 ou 40% de chiffre d'affaires en plus et que ces foncières ont une partie de variable en plus, je pense que le dessin pour créer des hôtels demain ou renouveler une partie de la gamme hôtelière va se situer dans cet esprit-là. Donc si je résume un peu ta pensée, c'est là tout de suite, c'est un peu crispé, mais que globalement, c'est annonciateur d'une période où les choses vont être un peu plus ouvertes pour ceux qui savent faire, qui veulent faire, qui savent identifier de la valeur un peu frustrée et d'aller justement créer cette valeur. C'est ça Oui, c'est à peu près ça. C'est aujourd'hui, plus personne ne va créer un hôtel Ibis dans le centre de Paris. Celui qui en possède un, il est très riche, puisque ça rapporte énormément d'argent pour très peu de travail, entre guillemets, mais celui qui va acheter un prix de foncier aujourd'hui, d'aujourd'hui, puisse faire des travaux d'aujourd'hui, et qui doit vendre au prix d'un hôtel Ibis, l'équation économique ne marche pas. Donc, à un moment donné, il va y avoir une redistribution des cartes. Des grands groupes mondiaux ont besoin d'assurer. Donc, vous allez avoir, ils vont prendre parmi les 4-5 groupes mondiaux que vous connaissez, et ils vont s'assurer. Mais les autres vont devoir innover.
Et le rendement aujourd'hui que va générer cette hôtellerie de demain, moi j'y crois. À Paris aujourd'hui, on n'a pas créé de chambre d'hôtel en plus. Entre celles qui ferment et celles qui se réouvrent, on est à peu près stable. Donc la demande, elle est à peu près stable. Sur le premier trimestre, il y a des variations à plus 2%, moins 2%. C'est plus compliqué à remplir, c'est plus last minute. Mais bon an, mal an, on fait à peu près pareil que l'année dernière. Donc c'est un métier qui a une très grande résilience. Aujourd'hui, ceux qui possèdent des immeubles et qui... il y a un rendement qui ne correspond plus à de l'habitation ou du logement ou du bureau parce que l'hôtellerie a une capacité de pouvoir absorber des chambres en plus à Paris, mais même à Lyon, mais même à Bordeaux. Il y a une capacité de création de lits. Donc aujourd'hui, comment... En tout cas, en France, on n'est pas en surcapacité. Non. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, le solde net entre l'offre modernisée qui arrive et puis l'offre qui naturellement sort du marché, ça reste plutôt étal. Est-ce que tu crois qu'on va arriver à tenir les prix moyens? Parce qu'on fait quasiment plus 30% par rapport à 2019. Je prends une moyenne quasiment nationale, c'est plutôt des chiffres de Paris. Mais est-ce que tu crois qu'on va réussir à tenir ce prix moyen? Parce que c'est un peu la grande équation. Les prix ne redescendent jamais. Il y a un taquet, quoi. Les prix ne redescendent jamais. Aujourd'hui, ces prix-là, ils sont basés de l'hôtellerie, ils sont basés sur une masse salariale qui a augmenté de 30%. Les coûts, l'énergie, bon, je ne vais pas refaire la totalité des produits. Donc les prix ne redescendront pas. Les prix moyens, ils ne vont pas redescendre. Sauf que ceux qui pensent qu'on peut faire un gap, comme on a fait entre 2019 et 2024, le gap de 2019 à 2024, il y a un Covid au milieu. Avec une réorganisation du travail, avec une réorganisation, il y a eu du télétravail, une réorganisation de l'approvisionnement, une peur de dépendre uniquement de la Chine, donc il y a une redistribution des cartes. Cette redistribution arrive à un coût, qui est lié à une inflation, il n'y a pas que ça qui fait de l'inflation, il y a des problèmes mondiaux, des conflits mondiaux. Et donc aujourd'hui, il faut bâtir sur des projets, et c'est ça qui est un peu compliqué quand on les fait en 2024. On ne pourra pas s'imaginer qu'entre 2024 et 2027, selon moi, on va prendre 30%. On va prendre une inflation. Oui, on va surfer sur l'inflation. On va surfer sur une inflation à 2% près. On a redéfini la grille tarifaire. On a redéfini la grille tarifaire, ça c'est sûr, mais on a redéfini aussi la grille salariale. On a redéfini le coût des matières premières. On a redéfini tous ces postes-là, et donc aujourd'hui, revenir au prix de 2019 avec les charges que nous avons, ça deviendrait un métier déficitaire. Alors c'est plutôt un facteur bien pour l'hôtellerie, cette résilience finalement, parce qu'on a tous les secteurs n'ont pas été capables de répercuter l'inflation dans leurs coûts de production, leurs coûts de matières premières, donc finalement notre secteur il a cette capacité à se repositionner vite dans un contexte d'inflation. Mais Evangelis, tous les secteurs qui n'ont pas réussi à suivre l'inflation vont disparaître. Ou seront subventionnés par l'État. Pour des raisons d'obligation, comme une partie de l'agriculture, où les pauvres agriculteurs, s'il y a bien une partie de la population qu'il faut soutenir à tout prix, c'est eux. Parce que leur coût de production, leur coût de main-d'œuvre par rapport à ce qu'ils doivent vendre, et ils n'y arrivent pas. Je vous dis, la restauration, vous allez voir, ça va être un métier, mes amis et collègues restaurateurs vont vivre des périodes complexes. Nous, on a la possibilité de vendre des chambres d'hôtel où une main-d'œuvre elle est stable, etc., etc. Il y a un peu de marge dans la chambre d'hôtel. On a un peu de marge, exactement. Donc, et aujourd'hui, c'est ça qui va être plutôt complexe. Mais moi, je ne crois pas à une baisse des prix. Mais vous allez voir, même chez Leclerc, quand on va faire nos courses, ils vont pas baisser les prix. Si tu regardais le petit Laurent qui a 18 ans, qui aime bien le sport et qui a envie de dévorer le monde, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil aujourd'hui? Moi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je ne me suis pas découragé. Dans la vie, il y a tellement de choses pour se décourager pratiquement toutes les 2 minutes. J'ai mis des œillères, j'ai eu une ligne. Cette ligne, j'ai été au bout. Et moi, je voudrais être très humble sur ça parce que j'ai eu de la chance. Et j'ai rencontré un public. J'ai rencontré un public à qui je voulais parler. C'est peut-être la plus grande satisfaction que j'ai dans la vie. J'ai rencontré un public, mes restaurants, il y a du monde, mes hôtels marchent très bien. Ce que je raconte trouve quelque chose, trouve son public. Je donnerais comme conseil à tous ces gens qui veulent démarrer dans la vie de s'écouter vraiment au fond d'eux-mêmes, de ne pas se laisser décourager par la 90% des gens qui vont vous dire que c'est pas possible, et juste prendre les bons conseils. Quand à un moment donné, quand quelqu'un vous dit quelque chose et qui fait tilt parce que ça, ce qu'il vous dit,
vous savez que ce qu'il veut vous dire peut vous apporter quelque chose, ça, il faut le mettre de côté dans son petit cerveau pour l'utiliser au bon moment, comme une carte que vous allez mettre de côté. Mais s'il y a bien quelque chose, rêvez beaucoup, osez faire. Si vous n'êtes pas fait pour faire, c'est pas grave. Il y a plein d'autres choses dans la vie pour être heureux. Mais la chose la plus importante, c'est que si vous croyez que vous avez une bonne idée, travaillez-la, 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 rêvez-la, rêvez-la, et à un moment donné, vous allez voir des petites fenêtres de tir, comme quand vous allez à la chasse, en fait, le gibier, c'est super rare. Et puis vous avez attendu 6 heures, il fait 30 degrés, vous avez un chapeau sur la tête, puis à un moment donné, la bécasse, elle passe. Si vous n'êtes pas bien placé au bon moment et au bon endroit, il se passera rien. Ouais, finalement, c'est un peu comme dans le sport. Il faut être prêt pour le moment où il faut marquer le but, le moment de la compétition, et tout ça, il y a un travail colossal qui est fait avant et qui ne se voit pas. Mais c'est sûr, si on prend les plus grands sportifs de l'histoire, ils sont toujours là au bon moment. On les attend dans les grandes compétitions, dans les grands moments. Ils marquent des buts incroyables. Je pense qu'on pourra tout dire sur des Pelé. Mbappé, il a une carrière à la Pelé s'il continue. Il a raté certaines choses, mais dans l'histoire des Coupes du Monde, revenir avec 3 buts qu'il remet de cette manière-là, il était là au bon moment, indépendamment de son génie. Il y a plein de gens qui doivent bien jouer au football comme Mbappé, mais son mental et cette capacité à refaire gagner comme ça les choses, il faut essayer en fonction de ce qu'on possède dans la vie. Tout le monde ne sera pas Kylian Mbappé, hein. Mais ce qu'on a dans la vie, même si c'est 1/10 de ça, je pense qu'on peut faire quelque chose. Ouais, c'est le mindset. Alors on a tous les deux des enfants. C'est quoi qu'est-ce que tu leur dis quand ils pensent à leur futur ou autre? C'est quoi un peu le conseil du papa? Le conseil, c'est exactement ce que je te disais, et c'est peut-être que j'ai évolué avec mes enfants qui aujourd'hui ont de 1 an à 19 ans, donc tu vois, c'est assez large. C'est large. En fait, ce que je me rends compte, c'est que chaque enfant a sa particularité à lui-même. Il y en a un qui peut être entrepreneur, l'autre qui va peut-être être philosophe, l'autre qui va être peut-être, je sais pas moi, sportif, etc., etc. Donc le vrai mindset, c'est s'écouter soi-même, c'est d'essayer de donner du sens à son existence. Je pense qu'on a tous, on n'est pas obligé d'être des génies. Mais on doit se réaliser, quoi. Toi, finalement, ton message, c'est de dire, il faut se réaliser. Dans ta configuration de l'époque, c'était dans le travail qu'on se réalisait essentiellement. Et aujourd'hui, peu importe, si on est passionné par quelque chose, il faut oser se réaliser dedans. Ouais, et puis je vais vous dire, même si des fois, dans ce monde d'instantanéité, et dans ce monde de jalousie des réseaux sociaux, on a l'impression que la vraie vie, c'est ce que vivent ces gens. Et franchement, ça dérègle énormément de nos enfants. Nous, on est un peu âgés, on sait que c'est pas ça. Mais s'il y a bien quelque chose aujourd'hui, c'est ne croyez pas que vous n'avez rien. Même si vous avez 1 centimètre d'intelligence par rapport à des gens qui ont 1m50, essayez avec ce centimètre de faire quelque chose qui va vous apporter une forme de satisfaction. Si je pouvais te dire ce que m'ont apporté ces hôtels, c'est la satisfaction d'avoir fait grandir le nom de ma famille. Moi, je suis un immigré. Je suis arrivé dans un pays de Tunisie. Et au fond, la France m'a permis de faire des choses exceptionnelles, dans des bâtiments exceptionnels. Et j'ai raconté ce que j'avais envie de faire. Peut-être que j'ai eu de la chance, certes, mais t'as provoqué un peu. J'ai provoqué un peu la chance. Et aujourd'hui, ce que je peux dire à tout le monde, c'est d'essayer, même si vous avez très peu, de faire quelque chose qui vous apporte une forme de satisfaction. Vous aimerez les autres comme ça. Parfait. Écoute, merci beaucoup Laurent d'avoir partagé merci à toi. Un peu ta vision, et puis bonne route dans tes utopies. J'espère qu'elles se réaliseront toutes. Faut essayer. Dans les prochains épisodes, retrouvez Paul Dubrul, cofondateur du groupe Accor, et Georges Samper qui a transformé B&B Hotel. Plus d'actualités, plus d'analyses, plus de data, suivez Hospitality On.